Niger, les partis qui soutiennent le président Issoufou Mahamadou rejettent les allégations des opposants et de la société civile, ces derniers qui manifestent dans les rues contre la loi des finances 2018. Le Conseil norvégien des réfugiés a plaidé pour une augmentation d'humanitaire et de financement au profit de la République démocratique du Congo. Le pays compte aujourd'hui 4,5 millions de déplacés. Le Parlement sud-africain a élu jeudi Cyril Ramaphosa au poste de président de la République à la suite de la démission la veille de Jacob Zuma. Julius Malema et ses collègues ont protesté contre cette élection. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les bonnes nouvelles se succèdent pour Cyril Ramaphosa. En effet, le Parlement sud-africain a élu ce dernier au poste de président de la République à la suite de la démission la veille du très controversé Jacob Zuma, poussé vers la sortie par son propre parti. Une élection qui n'est pas du goût des députés EFF. Julius Malema et ses collègues ont en effet protesté contre cette élection. Reportage. I declare Cyril Ramaphosa, chef du parti au pouvoir, le Congrès national africain, est dûment élu président de la République d'Afrique du Sud, a déclaré le président de la Cour constitutionnelle, Mogweng Mogweng, sous les applaudissements des députés réunis en session extraordinaire. En l'absence d'un autre candidat face à Cyril Ramaphosa, Mogweng Mogweng l'a déclaré président de la République sans même procéder à un vote. Depuis son accession à la tête de l'ANC en décembre, Cyril Ramaphosa, 65 ans, tentait de se débarrasser au plus vite de Jacob Zuma, mêlé à plusieurs scandales de corruption. Je vous remercie de l'honneur que vous m'accordez en m'élisant à ce poste. Je me sens vraiment humble d'avoir eu ce grand privilège de pouvoir servir notre peuple. Les problèmes de corruption, les problèmes liés à la nécessité de redresser les entreprises publiques et sur comment on fait face à la capture d'État font partie de nos priorités. Ce sont des problèmes auxquels nous allons nous atteler et ce vendredi, nous aurons aussi l'occasion de présenter certaines des mesures que nous prendrons. Les députés Economic Freedom Fighters, EFF, ont quitté le Parlement pour protester contre l'élection de Cyril Ramaphosa qu'ils considèrent illégale. Cela ne peut pas être inacceptable quand Zuma viole la Constitution et que ce soit acceptable lorsque le Parlement viole la Constitution. Nous ne sommes donc pas d'accord avec ce qui se passe au Parlement. Par conséquent, nous ne participerons pas à l'élection de ce président parce que c'est une activité illégale. Ramaphosa, qui a prêté serment dans la foulée, a promis de travailler à améliorer la vie des Sud-Africains, alors que le pays, première puissance économique du continent africain, enregistre un taux de chômage record de 27,7%. Il présentera les grandes lignes de son programme pour l'année à venir dans son discours sur l'état de la nation vendredi soir. Politique au Niger avec cette réponse des partis membres de la majorité présidentielle à l'opposition et à la société civile qui manifestent dans les rues contre la loi des finances 2018. Les partis qui soutiennent le président Issoufou Mahamadou rejettent les allégations des opposants. Abdou Karim Mahamadou, notre correspondant sur place ici, nous fait le point. Après les différentes manifestations de l'opposition et la société civile nigérienne contre la loi des finances 2018, les partis de la majorité au pouvoir sortent de leurs réserves. Ils ont battu en brèche les allégations des opposants à la dite loi. Pour la coalition au pouvoir, les manifestations et sorties de l'opposition et de la société civile ont un caractère purement politique dont le but est de déstabiliser le régime et d'instaurer la chienlit face à l'échec de leur campagne contre la loi des finances. Après avoir qualifié cette loi de satanique, il n'y a guère à ce jour que les plus dévergondés d'entre eux pour continuer d'user de cet argument dans leur communication, car en un mois et demi après l'entrée en vigueur de la loi, les orphelins dont ils s'apitoyaient hypocritement sur le sort, invoquant perfidement Dieu et son prophète, se sont avérés de purs produits de leur imagination satanique à eux.
S'agissant de l'installation des bases militaires au Niger, la coalition au pouvoir dénonce ce qu'elle qualifie de mauvaise foi de l'opposition et la société civile qui, comme tous les autres Nigériens, profitent pourtant de la quiétude qui prévaut. Cela grâce aux efforts des forces de défense et de sécurité nigériennes appuyées par ces mêmes bases militaires étrangères. La société civile et même ses mentors de l'opposition n'ont de cesse de dénoncer les bases militaires étrangères. Pourtant, ces mêmes bases, qui contribuent notamment à leur permettre de dormir tranquillement, sont présentes dans presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, plus ou moins menacés par le terrorisme. Dans aucun de ces autres pays, l'opposition n'en a fait un thème de campagne, alors que c'est seul le Niger qui est entouré par 3 grands foyers terroristes à ses frontières. La coalition au pouvoir au Niger, selon ses responsables, n'entend plus laisser le terrain à ses opposants. Elle prévoit une grande mobilisation le 4 mars prochain à travers des marches et meetings sur l'ensemble du territoire. En bref, il y a l'image des présidents du Congo, de l'Angola et de la République démocratique du Congo ont appelé mercredi à Kinshasa au respect de l'agenda électoral en vue de l'élection présidentielle prévue en décembre en République démocratique du Congo. 2 mois après un précédent rendez-vous à Brazzaville, à la tripartite de Kinshasa réunissant donc les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo, Joao Lourenço de l'Angola et Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, a réitéré l'appel à la retenue à l'égard de toutes les parties prenantes au processus électoral en RDC. Selon donc le communiqué final remis à la presse, les 3 chefs d'État ont condamné toute tentative d'accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles et ont lancé un vibrant appel en vue de la concrétisation de l'agenda électoral dans l'unité, le calme et la paix. Des élections présidentielles, législatives et provinciales sont prévues en RDC le 23 décembre de l'an 2018. On continue cette édition. Augmentation d'humanitaires travaillant dans des zones de conflit et surtout augmentation massive du financement. C'est ce pourquoi a plaidé donc jeudi le Conseil norvégien des réfugiés au profit de la République démocratique du Congo. Le pays compte aujourd'hui 4,5 millions de déplacés. Reportage. La situation est de plus en plus compliquée pour les organismes humanitaires sur le terrain en République démocratique du Congo. Les besoins dans les zones en conflit, y compris au Nord Kivu, sont criards. La nécessité d'une augmentation massive du financement et d'humanitaire est pressante. Si rien n'est fait dans les plus brefs délais, le Conseil norvégien des réfugiés prévient que la communauté humanitaire ne sera pas en mesure de gérer la situation et fera inévitablement face à des calamités certaines. D'après le secrétaire de l'agence, ce qui se passe en RDC est une des pires crises au monde. 13 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence. Le Conseil norvégien des réfugiés appelle les dirigeants mondiaux et le public à prendre conscience que les guerres du Congo sont de retour et cette fois-ci à une échelle encore supérieure. Des femmes et des enfants sans défense sont attaqués à longueur de journée par des hommes armés. La RDC compte 4,5 millions de déplacés, dont 1,7 million supplémentaires en 2017, d'après les estimations des humanitaires. Les opérations d'aide humanitaire dans ce pays n'ont reçu que 52% des fonds nécessaires au cours de l'année écoulée. Les agences humanitaires sont sous financement et dépassées par l'ampleur de cette méga crise. Au Maroc, les autorités ont annoncé jeudi l'arrestation de 3 éléments dangereux. Il s'agit de gens ayant fait allégeance au groupe djihadiste État islamique. Les autorités ont affirmé que l'un d'eux était affilié au Front Polisario et planifiait des attentats dans le pays. Reportage. De jeunes hommes, ils sont âgés entre 24 et 30 ans. Ils sont soupçonnés d'incitation au meurtre au nom de l'État islamique. Les suspects voulaient acquérir des expertises dans la fabrication d'engins explosifs, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. L'un des 3 avait déjà rallié les camps du Polisario dans l'ouest de l'Algérie. Des actes terroristes à l'intérieur du royaume étaient en cours de préparation. En effet, le mouvement du Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame un référendum sur l'indépendance du Sahara occidental. Pendant ce temps, Rabat propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté pour les 2/3 du territoire qu'il considère comme partie intégrante de son espace national.
Lors de l'opération menée jeudi par le Bureau central d'investigation judiciaire, les enquêteurs ont trouvé une carte d'identité délivrée par la République arabe sahraoui et démocratique proclamée par le Polisario. Ils ont également saisi un uniforme militaire du Polisario et un drapeau symbolisant cette entité fantoche, ainsi que des équipements électroniques. Épargné par les attentats commis par l'État islamique, le Royaume du Maroc, qui revendique une politique très active en matière de lutte antiterroriste, avait été meurtri par des attaques à Casablanca et à Marrakech en 2003 et en 2011. Au Nigeria, des centaines de membres présumés du groupe État islamique, du groupe Boko Haram, du moins, comparaissent depuis lundi. Le procès se tient devant un tribunal installé dans une base militaire du centre du Nigeria, ce pour déterminer s'ils seront condamnés, innocentés ou envoyés dans des centres de réhabilitation. Reportage. Le juge a prononcé sa sentence, la plus lourde entendue jusqu'à présent dans le tribunal de Kenji, rouvert cette semaine pour juger plus de 1000 combattants présumés de Boko Haram. L'audience aura duré moins d'une heure pour juger Abba Oumar, membre du groupe djihadiste Boko Haram, arrêté en 2014 à l'âge de 18 ans. Le seul témoin appelé à la barre par le parquet avait affirmé que le jeune Oumar retournerait aussitôt dans la forêt de Sambisa, le bastion du groupe, s'il venait à être libéré. Le jeune homme se présente lui-même comme un commandant de l'armée islamique et a écouté sa peine avec défiance. Il passera le reste de sa vie en prison. Abba Oumar a été reconnu coupable de 5 chefs d'accusation, rétention d'informations cruciales pour retrouver le leader du groupe Aboubakar Shekau, appartenance à un groupe djihadiste, avoir reçu un entraînement terroriste, tentative d'attentat suicide dans une école et planification d'attaques armées dans l'état du Borno, dans le nord-est du Nigeria. En tout, la peine revient à 127 années de prison non cumulatives et Abba Oumar passera les 60 prochaines années derrière les barreaux. Personne ne sait actuellement combien de temps il faudra pour se pencher sur le reste des prévenus. Mais un procureur a confié, je cite, « Une fois que nous aurons fini avec Kenji, nous avons toujours 4000 autres dossiers en attente à Maïdoukouri, dans le nord-est du pays. » Toujours au Nigeria, la ville de Lagos a abrité un marathon qui a regroupé les athlètes de différents pays. Occasion pour les autorités nigérianes de procéder à une mise à niveau des athlètes pour les éditions à venir. Notre correspondant sur place, Abdoulaye Issa, pour le compte rendu. Pour cette deuxième édition, malgré les efforts des Nigérians pour faire émerger les vainqueurs du marathon organisé par la ville de Lagos avec le soutien de Access Bank, les Kenyans et les Éthiopiens ont fini dans les catégories masculines et féminines. Le Français Abraham Kiprotich, originaire du Kenya, a été le premier à franchir la ligne d'arrivée après avoir parcouru les 42 km en 2h13 minutes 4 secondes. Kibos Roni, également kenyan, a terminé la course deuxième avec 2h13 minutes 26 secondes, tandis que Victor Benjamin a pris la troisième position après avoir franchi la ligne d'arrivée à exactement 2h13 minutes 29 secondes. Dans la catégorie féminine, l'Éthiopienne Erpa Gouta a été la première femme à gagner. Girma Getachev a été deuxième et Ayelou Ordofa troisième. Pour la course de 10 km qui est indigène, c'est le lieu ici de rappeler l'importance de cette activité aux résidents et sportifs de Lagos. Nous allons essayer d'augmenter le prix pour encourager les athlètes et ils méritent plus d'appréciation. Il est à rappeler que Ilia Parn a remporté pour la deuxième fois la course, tandis que son plus proche rival et premier vainqueur de l'édition inaugurale de 2016, Charabatu Felibus, a terminé deuxième de la catégorie indigène. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous. Au revoir.